Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et donc les vraies voix qui font rouler la France avec au sommaire cette vente à perte de carburant. Les grandes enseignes de supermarchés ont dit non à Bruno Le Maire. On en parle dans un instant avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France. Le métier Mobiliance de la semaine, les dépanneurs. Richard Genesca, président régional du métier dépannage de Mobiliance Occitanie, vous le dira tout. Et puis l'édition 2023 au salon de l'automobile de Lyon qui s'annonce un grand cru avec la présence de nombreux constructeurs et des nouveautés majeures. Anne-Marie Bessner sera avec nous, directrice du salon de l'automobile de Lyon. Et enfin, on conclura avec EcoVélo, un opérateur de vélo électrique en libre service, made in France, dans les villes à taille humaine. Mathieu Saudubret, directeur d'EcoVélo, sera en notre compagnie. Eh bien, bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club de France. Bonsoir Yves. Bonsoir. Lors d'une réunion tenue à Bercy, présidée par le Bruno Le Maire, les dirigeants des principales chaînes de supermarchés étaient là. Il y avait Leclerc, Carrefour, Intermarché, Super U, Casino, Auchan. Et ils ont exprimé visiblement unanimement la même réponse à Elisabeth Borne qui leur demandait de vendre à perte. C'était un non. C'est un camouflet, quel dommage que ce soit pas la solution miracle, on aurait tous aimé. Non, mais très sincèrement. Alors, c'est vrai que, pour revenir un petit peu à l'historique, je crois qu'Elisabeth Borne a réagi à une interview d'il y a quelques mois d'un président justement d'une grande surface qui disait quel dommage, je peux pas vendre moins cher parce que la loi ne m'autorise pas à le faire. Donc, elle a réagi en fait à cette, c'est une surréaction, mais malheureusement, alors, on peut se dire fausse bonne idée. Oui, une fausse bonne idée parce que il faut quand même. Alors, je rappelle qu'on est à politique, peu importe qu'on critique ou pas les décisions du gouvernement, et quel que soit le bord politique, je le rappelle. Mais voilà, c'est quand même méconnaître les lois basiques, élémentaires du commerce, de motiver des gens pour vendre à perte, sachant que certains pourront le faire et pas d'autres. Vous connaissez bien sûr le problème des stations indépendantes qui, elles, ne pourront pas de toute façon vendre à perte parce qu'elles n'ont pas d'autres. Ceux qui ne le savent pas, la loi de vente à perte est interdite depuis 1963. Donc c'est pas ça fait juste 60 ans. Oui, justement. Non, mais pourquoi pas revenir sur une loi dans une circonstance un peu particulière, mais après on se dit tiens, si cette loi à partir du 1er décembre il faut qu'il y ait un décret qui va quand même exister normalement, puisqu'elle va venir à partir du 1er décembre et pour 6 mois, ce sera peut-être l'occasion du gouvernement de dire écoutez, nous on a fait le job, on leur a donné la possibilité de faire moins cher, ne parlez plus des taxes. Après on peut faire des soldes, c'est ce qu'on fait les magasins. Les magasins ils ont le droit du carburant. Les magasins ont le droit de vendre à perte pendant les soldes. Les soldes de carburant, tiens, ce serait nouveau ça. Mais maintenant, vous l'avez dit, c'est un camouflet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que avec la fin de non-recevoir des grands distributeurs, de Total, Patrick Pouyanné a donné un non catégorique. Parce qu'on avait trouvé l'usine à gaz pour les petits pompistes, leur dire on vous indemnisera, mais sur quelle base on ne savait même pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce serait sur une base de la perte de volume vendu. Voilà. J'avais discuté avec Francis Pousse du Mobiliance qui s'en occupait. Mais par rapport à quoi N-1, N-2, on ne savait même pas. Et par rapport à quel prix surtout. Voilà. Donc, voilà. Non. Et puis, vous savez... On n'a pas compris ce que vous veniez de dire. Moi, j'ai pas compris. En fait, les stations indépendantes, j'ai discuté avec Francis Pousse qui s'occupe chez Mobiliance des stations indépendantes. C'est ça. Il a eu une réunion avec Bruno Le Maire et en fait il leur a dit qu'il compenserait la perte de volume de carburant non vendu dans cette période pour les stations indépendantes. Alors, sur quelle base, sur quel achat, etc. Donc ça veut dire que si à cette période elles vendaient 100 litres et qu'ils n'ont vendu que 80, ils compenseront les 20. Alors sur quel prix, etc. Alors, et ça aurait coûté moins cher, soi-disant qu'une ristourne. Je voudrais quand même revenir sur le fait, quand on dit souvent, quand on parle de baisse des taxes, ça ferait une perte de 10 à 12 milliards pour l'État. Faut pas avoir fait 10 ans d'économie pour savoir que c'est pas vrai, parce que cet argent qu'on mettrait pas dans l'essence, on va pas le mettre ailleurs. On va pas le mettre dans des paradis fiscaux. Donc on va acheter un cartable un peu plus joli, on va aller au restaurant, donc ça va rester dans l'économie française. Il y aura au moins 20% de taxes qui vont remonter, et puis ça va peut-être donner aux gens, à des entrepreneurs, d'embaucher quelqu'un, de vivre un petit peu mieux, de dépenser un peu plus. De voyager. Mais intramuros. Oui, c'est pas vrai qu'on perdrait 10 milliards. Simplement, ce serait mis ailleurs. Donc voilà, c'est important d'avoir cette vision-là. Yves Cara, une idée parmi d'autres. Détaxer la TIPCE parce qu'on paye de l'impôt, de la TVA sur une taxe qui est déjà énorme. Est-ce que ça serait pas la bonne solution? Taxe intérieure de produits sur la consommation de produits énergétiques. Voilà, TICPE, l'ancienne TPP. TIPP, pardon. D'ailleurs, j'adore ces acronymes. Oui, d'ailleurs, juste au passage, si on a transformé la TIPP par la
CPE. C'est en prévision des baisses de vente de carburant pour taxer l'électricité. Absolument. C'est pour ça, il faut bien l'avoir en CPE, c'est vision. produits énergétiques, alors que PP, c'était produits pétroliers. Voilà, tout à fait. Je le précise pour ceux qui pensent que l'électrique est la solution magique. Ça va bien la taxation sur l'électrique. Encore une fois, franchement, que ce soit Mobilité Club France ou autre, c'est dommage qu'on soit dans cette situation. On aimerait tous, et je l'ai dit d'ailleurs, que voilà. Qu'est-ce qui se passerait? On dit, écoutez, l'Arabie Saoudite, avec ses prix excessifs, il fait monter le prix du baril. Vous savez quoi? On va se passer du pétrole, on va tous passer à l'électrique. Simplement, si c'était la vraie solution, on le ferait tout de suite, naturellement, et on n'aurait plus de problème. Si on le fait pas, c'est qu'on sent bien que l'électrique à batterie, ça va pas être la solution. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet des carburants, on oublie de dire que le statut des supermarchés qui ne font pas de bénéfices sur l'essence en général, mais bien sur l'alimentaire, n'est pas le même cas que la petite station-service. Là, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc forcément, on ne peut pas être universel sur ce sujet. D'abord, on n'est pas sur les mêmes volumes, effectivement. Et puis quand on va au supermarché, en général, faire le plein, on s'arrête pour faire des courses. Voilà, donc, effectivement, mais il y a aussi une réflexion à avoir. Si vraiment il y avait une grosse différence de prix suite à cette loi à partir du 1er décembre. Autant quand on a à faire 10, 15, peut-être 20 km pour aller dans une station-service de supermarché qui ferait une vente à perte, on ne les fait pas s'il y a entre 5 et 10 centimes ou un petit peu moins de différence entre la station qui est à côté de chez moi, le petit pompiste sympa que je connais bien, et la grande surface. Si on est à 20 ou 30 centimes, peut-être que là on se dira, bon, mon petit pompiste je l'aime bien, mais 30 centimes quand même sur 50 litres, c'est beaucoup, ça fait 15 €. 2 fois par mois, ça fait 30 €, je vais y aller. Et là, il y a un vrai risque. Alors, pardon d'être redondante sur ce sujet, mais on parle des carburants. Pourquoi ne pas faire monter à ce moment-là le bioéthanol? Pourquoi à ce moment-là, le bioéthanol qui est à moins d'euros ou à 99 centimes ou à 1 euro? En général, c'est la moitié du prix dans la station. C'est la moitié du prix de la station, d'accord? Pourquoi à ce moment-là, on ne donne pas, ou on donne, il y a des aides pour le bioéthanol? Pourquoi à ce moment-là, personne n'en parle? Alors moi, je roule au bioéthanol avec une voiture hybride. Je peux vous dire que quand vous mettez 40 € pour faire 600 km, parce que 30 ou 40% du temps vous roulez en électrique, en hybride, c'est vraiment bien. C'est une vraie bonne solution, on est d'accord. Personne n'en parle. Pourquoi, Yves Cara? Nous, on en parle, on en parle beaucoup, et c'est vrai que la communication n'est jamais finie, parce qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas encore que le E85, c'est de l'éthanol avec 85% d'alcool agricole et 15% de pétrole. Alors, pour les détracteurs, ils diront, oui, mais on va encore prendre de l'alimentaire pour faire du super-éthanol. C'est pas vrai. D'abord, c'est pas de l'alimentaire, ce sont des déchets. Hein. Et en plus, on est en surproduction en France, donc on a une capacité. On ne pourrait pas faire les 40 millions de voitures toute façon. Non, mais peu importe, sauf que là, on est en plein dans le pouvoir d'achat. Bien sûr, complètement. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, au lieu de payer un plein 80, on le paye 40, et qu'en plus, votre voiture a une valeur à la revente avec un boîtier bioéthanol, personne n'en parle, je ne comprends pas. Pas assez, et c'est que le GPL, gaz de pétrole liquéfié, par exemple, Dacia vend une voiture sur deux en GPL, en bicarburation. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais en panne, parce que vous avez 1500, 1700 à peu près stations avec du GPL, mais vous avez 2 réservoirs, essence et GPL. Vous n'êtes jamais en panne. Donc c'est vrai qu'on en parle, mais les gens le savent, parce que Dacia, ils en ont une sur 2, par exemple. Alors, on est à 94 $ le baril. En fait, c'est 55 centimes d'euros le litre de pétrole brut. Quand on voit qu'on le paye quasiment le quadruple, c'est fou. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que le pétrole, ça va revenir aux alentours du printemps dernier à 70 $? Ou est-ce que, vu la politique saoudienne et russe qui réduisent la production, on va peut-être atteindre 100, 110, 120 $ le baril? Vous me laissez une minute, j'appelle l'Arabie Saoudite pour avoir des infos. Là, je suis pris de court sur l'info. Non, on ne sait pas, c'est ça qui est terrible. C'est que, moi je me souviens... Il n'y a pas de visibilité. Non, il y a quelques années, il y avait un grand PDG d'une grande société française, je crois que c'est Total, mais il y a très longtemps, qui disait, alors que le baril avait passé la barre des 100 $, de toute façon, il l'a dit dans tous les grands médias, il ne redescendra jamais au-dessous de 100 $. Faut s'habituer à ce prix, etc., etc. D'ailleurs, on n'était pas à plus de 2 € d'ailleurs quand il était à plus de 100 $. C'est vrai. Parce qu'il y avait un équilibre entre l'euro et le dollar qui n'était pas le même. À peu près 6 mois après, on était à 60 $ le baril. Donc, vous voyez, même lui, il s'était trompé, il n'avait pas anticipé. Donc, alors avec la guerre, avec la Russie, tout ça, la perspective n'est pas très bonne, mais on ne sait jamais. En tout cas, il y a un métier dont on veut vous parler dans quelques instants. C'est un des métiers de Mobiliance, c'est le métier de la semaine, c'est le métier qu'on aime avoir quand on est, vous savez, sur la bande d'arrêt d'urgence. Heureusement que le dépanneur est là pour nous sauver. C'est un peu notre héros de la route. C'est vrai. Voilà. Quand on l'a vécu il n'y a pas longtemps, on le confirme. Eh bien, on sera avec Richard Ganesca dans quelques instants, président régional du métier de dépanneur de Mobiliance sur la région Occitanie. On en parle avec lui dans quelques instants. Vous êtes la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et chaque semaine, tous les jeudis soirs, avec Philippe David, on vous propose forcément l'actualité de l'automobile et puis des métiers, parce que des métiers dans l'automobile, il y en a beaucoup. Et ce métier Mobiliance de la semaine, c'est le métier de dépanneur. Et nous sommes en compagnie de Richard Guenesca. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ah, avec l'accent qu'on adore, président régional du métier, du métier dépannage de Mobiliance de la région Occitanie. C'est un métier, je le disais tout à l'heure, qu'on est ravi de croiser quand on est en warning sur le bord de la route. Un métier plutôt attachant. Quels sont les chiffres du métier de dépanneur, d'abord en matière d'intervention par an? Écoutez Cécile, en 2022, nous avons effectué 7 835 000 interventions. Ah oui. Voilà, c'est pas rien, hein. On est, on va dire, un peu le Saint-Bernard avec le tonneau de Rome. C'est ça, et dedans il y avait Philippe David. Hein. Oui, j'étais content de tomber sur un dépanneur il n'y a pas longtemps. Et Yves Cara aussi, qui est avec nous. Moi, j'avais crevé, moi. J'avais crevé, écoutez bien, si je peux me permettre, j'avais pas de système pour démonter la roue. Je voulais l'enlever, l'amener chez le garagiste qui est à côté, c'était au fin fond de l'île de Léron. Dans ma voiture, il n'y avait pas de système pour démonter la roue. C'est fou. Il fallait juste que quelqu'un vienne la réparer et mettre une mèche. C'était fait une demi-heure après parce qu'en étant membre de Mobilité Club France, vous êtes dépanné rapidement. Voilà, c'est ça. Je l'ai placé. Allez, Richard Guenesca, juste avant de revenir sur le métier, moi j'aime bien toujours faire des rappels de sécurité, c'est-à-dire que se mettre en sécurité quand finalement vous tombez en panne en voiture. Alors ça c'est super important, c'est le primordial, c'est par ça que je voulais commencer effectivement. Et ben voilà. Parce qu'en fait, il existe un corridor de sécurité, c'est un corridor virtuel, mais il faut que tous les usagers de la route se le mettent vraiment en tête. En fait, et notamment sur l'autoroute, parce qu'il y a les plus gros accidents qu'on déplore en suraccident, ce sont sur l'autoroute, c'est qu'en fait, dès que vous voyez des véhicules d'intervention, que ce soit des véhicules d'autoroute ou des dépanneurs, il faut absolument passer sur la voie de gauche et laisser la voie de droite libre, parce qu'effectivement, la BAU, la bande d'arrêt d'urgence, est relativement étroite pour pouvoir travailler. On est obligé de passer d'un côté et de l'autre du camion, et donc emprunter la voie qui est la plus à droite de l'autoroute, ou de la 4 voies, ou d'une voie express, pour pouvoir travailler et intervenir. Richard Guenesca, c'est un métier qui recrute activement dépanneurs. Alors c'est un métier comme beaucoup de métiers aujourd'hui en tension, effectivement sur le recrutement. Alors on a un très très beau métier parce qu'effectivement il est constamment différent. C'est un métier où déjà, comme je vous ai dit, on est un peu des sauveurs ou des aideurs ou en tout cas on dépend des gens, donc c'est quand même un métier noble. On vous aime. Effectivement. Non, mais c'est vrai, effectivement, c'est un métier où il faut savoir travailler la nuit et le week-end. Pas toujours, parce qu'effectivement, il y a des tours de permanence. Mais quand même, voilà, il faut se rendre disponible le soir et le week-end. C'est ce qui est un peu embêtant des fois dans ce métier-là. Par contre, je vous dis, c'est un beau métier parce que, avec un peu de connaissances dans l'automobile, un permis poids lourd si possible, et on peut arriver à être bien formé et à devenir vraiment efficace dans ce métier. Et on fait des belles rencontres surtout. Combien d'entreprises aujourd'hui, parce que en matière de maillage territorial, on est bien quand même. On est pas mal. On a 5630 entreprises qui sont effectivement recensées dépanneurs remorqueurs homologués, et 450 entreprises qui sont des purs et durs, qui ne font que du dépannage remorquage. Donc avec ces 5630 entreprises, ça nous permet vraiment de mailler tout le territoire, toute la France, et d'être maximum dans l'heure qui suit au bord d'un usager en panne. Et quelles sont les formations pour devenir dépanneur ? Alors, de préférence, avoir donc un CAP maintenance de véhicule ou un bac professionnel maintenance de véhicule, option voiture particulière. Il existe également un CQP, un certificat de qualification professionnelle de dépanneur, qui permet d'avoir une formation spécifique. D'accord. Il va y avoir un salon, dites-moi, à Toulouse du 24 au 26 octobre, non ? Vous êtes bien renseigné, Cécile, effectivement. C'est notre métier. Il y a le salon. C'est la plus belle ville du monde en plus. Le Perpignanais va pas être d'accord. Non, si, vous avez pas tort parce que c'est quand même la capitale de notre région. C'est vrai. Donc, voilà.
Non, vous n'avez pas tort. Et donc, effectivement, depuis maintenant plus de 15 ans, nous organisons le salon du dépannage au remorquage qui s'est fait pendant de nombreuses années à Albi. La première édition s'était faite à Toulouse. Nous revenons cette année à Toulouse au Mythe, qui est un très très beau centre d'expo. Voilà. Merci. Et donc, effectivement, ce sera du 24 au 26 octobre. C'est le salon international du dépannage au remorquage. On y trouvera bien évidemment des fabricants de dépanneuses, des fabricants de solutions informatiques, parce que comme tous les métiers aujourd'hui, on est à la pointe de l'informatique. On y trouvera tout ce qui est matériel pour armer, pour lever, pour se mettre aussi en sécurité, des vêtements réfléchissants. On y trouvera aussi les assisteurs, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, ceux qui, quand vous appelez l'assurance, nous appellent pour pouvoir intervenir. Voilà. Et en tout cas, on incite largement les filles à aller vers ces métiers qui sont des métiers formidables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Richard Genesca, président régional du métier dépannage de Mobiliance de la région Occitanie. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci à Sud Radio de parler de notre métier. Voilà, avec exactement. grand plaisir. Et dans un instant, on reviendra sur le salon de l'auto de Lyon, où nous serons en direct chez Skoda avec l'équipe Les Vraies Voix à partir de jeudi prochain, le 28. Nous serons lyonnais. Et nous serons avec la directrice du salon dans quelques instants. À tout de suite. Et avec Philippe David, bien entendu, avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, on a décidé la semaine prochaine, le 28, de partir, de s'expatrier à Lyon. Direction l'édition 2023 du Salon automobile de Lyon qui s'annonce un grand cru. Et pour en parler, Anne-Marie Besner est avec nous, directrice de ce salon. Bonsoir Anne-Marie Besner. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. On ne parle que de vous, vous le savez quand même. Que de ce salon qui est assez incroyable, qui a l'air, en tout cas, qui a l'air, je l'ai annoncé, un grand cru, avec énormément en tout cas, de constructeurs. Racontez-nous ce qu'on peut y voir. Oui, vous avez raison. Je crois que notre salon a déjà du succès avant le succès, c'est-à-dire on en parle beaucoup. Je crois savoir qu'il y aura beaucoup de Parisiens et c'est très bien. C'est une belle qualité pour une femme de territoire comme moi de recevoir les Parisiens qui vont venir s'expatrier pour quelques jours à Lyon. Juste avant, j'ai bien écouté l'édition précédente de partir pour le salon des dépanneurs du 24 au 26 octobre. C'est ça. Donc il faut passer au salon de Lyon. Voilà. C'est un salon dont on parle beaucoup parce que en fait, il est devenu au fil des éditions. C'est sa 5e édition avec sa nouvelle formule. Un événement, je dirais tout simplement incontournable et de référence dans le monde des salons à la fois français et européens, puisque à lui seul, il réunit, pour cette édition en tout cas, 50 marques. Ce qui est énorme. Je rappelle quand même, c'est à partir du 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Alors, est-ce que vous êtes finalement pas devenu le grand salon de l'auto en France quand on voit le nombre d'exposants qu'il y a chez vous? Parce qu'il y a tous les constructeurs généralistes. Lyon a supplanté Paris? Oh, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans la panoplie européenne, c'est que finalement, chaque salon a un peu son modèle. Donc le mondial, c'est le mondial et c'est normal, mais le salon de Lyon a fait sa place. Alors ça, c'est très bien, mais quand on voit, il y a Genève, il y avait Bruxelles, qui était aussi un modèle très intéressant. Il y a Munich qui vient de se passer, avec aussi une orientation un peu B2B ou professionnelle. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, sur le salon de Lyon, oui, on a une recette unique, puisqu'on est à Lyon, que j'aime à dire frugale pour les exposants et appétissante pour les visiteurs. Excusez-moi, mais frugale à Lyon, quand on connaît les bouchons lyonnais, je ne sais pas si le terme est le mieux choisi. J'allais en parler. Bonsoir Anne-Marie, c'est Yves Cara. Yves Cara. Moi, je connais bien. Bonsoir Yves. Bonsoir, ça va? Ravi de te retrouver. Eh bien, de même, je passerai au salon, bien évidemment. C'est un salon à taille humaine, sans chichi. Oui. D'ailleurs, à l'image des Lyonnais, à Lyonnais, on n'est pas très chichi, on n'est pas très clinquant à Lyon. C'est à taille humaine, c'est concret, c'est utile. On y vend des voitures, hein, on y vend des voitures. Il y a une exposition de voitures d'occasion et c'est
pas seulement pour des passionnés, c'est pour des gens qui ont besoin de se déplacer, mais qui aiment aussi la voiture parce qu'il y a de la compétition. On y trouve vraiment tout ce qu'on veut en mobilité, puisque c'est un terme qu'il faut utiliser bien évidemment, mais aussi pour la voiture. Et il faut préciser, il y en a eu un l'année dernière, Anne-Marie, et s'il y en a un cette année, c'est pour être en décalage avec celui de Paris. Donc voilà, pour être complémentaire, c'est par rapport à ce que vous disiez. C'est exactement ça. En fait, Yves est mon meilleur ambassadeur. Il est porte-parole. On peut faire l'émission avec Yves finalement. Mais Yves a tout à fait raison. Donc en fait, l'édition 2022, c'était un décalage de 2021 avec le Covid. Donc nous sommes en année impaire, donc en alternance avec le mondial. Et puis effectivement, on a aussi, tu le disais très bien Yves, on offre les 50 marques, mais aussi plein d'univers de l'automobile. Oui, 5 univers, c'est intéressant. Du véhicule d'occasion qui est arrivé en 2022, puisqu'on a écouté le marché, et puis vous savez qu'il y avait un problème sur les composants. Donc le marché du VO, c'était donc ce marché qui était une belle offre pour les visiteurs. On a l'univers du sport automobile. Alors dans Lyon et sa région, le sport auto, avec tous les rallyes que vous connaissez, c'est vraiment aussi quelque chose qui est dans le cœur de notre région. Et puis on a les mobilités. Et cette année, on a une nouveauté qui est le véhicule utilitaire, qui est très complémentaire, d'autant plus que j'en profite pour dire que nous recevons la première édition, en même temps que le Salon de l'Automobile de Lyon, la première édition du Salon professionnel Équipe Auto, qui se déplace dans notre territoire. Et il y a aussi du rêve. Il y aura des marques comme, on va faire rêver Ferrari, Lamborghini, Bentley. Oui. Alors on peut citer également Lotus, McLaren, Alpine, Porsche, évidemment. Je vais en oublier, enfin il y en a 8 au total. Et ce qui est vraiment très intéressant sur les 8, il y a des nouveautés chez McLaren qui seront présentées. Et puis finalement, j'ai gardé le reveal pour la fin. Nous aurons le reveal au public de la nouvelle DB12 d'Aston Martin. Ah, formidable. Et vous avez un scoop ce soir aussi pour vous. Je viens d'avoir un petit mail et nous aurons une Ferrari qui va arriver sur le salon. C'est une avant-première. Vous n'êtes pas obligé de parler de moi comme ça, hein, c'est pas grave. C'est donc une très belle... C'est la Roma Speeder qui arrive à l'instant. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, on a sorti un communiqué de presse ce matin avec les 35 nouveautés. Et toutes les heures de la journée, on en a une nouvelle. Donc on en aura au moins plus de 40. Ah, génial. Et il y aura Berlier. Historiquement, dans le il y aura la marque Berlier, puisque les Lyonnais savent que Berlier, avant d'être des camions, était des voitures. Marius, c'était d'abord chapelier et ensuite, il a inventé une voiture. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, à Lyon, il y avait plus de 100 marques de voitures. Donc vous voyez que Lyon a toujours été la capitale de l'automobile. Bien sûr, c'est le perso aussi de l'auto. Anne-Marie, forcément, pour des budgets un peu moins épais, en tout cas, que ces belles voitures de luxe. Il y a 1 euro-million demain soir. Oui, il est temps de cumuler. Il y a aussi pas mal de nouveautés chez des constructeurs beaucoup plus classiques, avec la Fiat 600e, par exemple. Ah oui. Oui, qui sera révélé au public, au grand public, dans l'avant-première de mercredi soir, mais qui sera évidemment visible pour tout le public dès jeudi matin, l'ouverture du salon à 10h. Et en plus, ils pourront profiter toute la journée puisqu'on aura notre nocturne qui sera le jeudi soir. Renault Rafale aussi. Alors Renault vient en force également. Renault Rafale et le nouveau Renault Scénic, qui vient d'être montré à Munich et qui va s'exposer largement à Lyon. Le retour du monospace. Ouais, le retour du monospace, absolument. Incroyable. Que certains disaient dépasser par le SUV. Ce qui est d'incroyable, c'est qu'à Lyon, même les géants asiatiques arrivent, comme BYD par exemple, ou le vietnamien VinFast. BYD. Oui, moi je le dis à la française, désolé. Exactement. Oui, là, en disant BYD, j'ai fait un bide. Voilà. Mais allez essayer de manger des quenelles avec des baguettes. Vous allez voir, ça va pas être facile. Et donc mon salon était appétissant. Le retour en force donc des chinoises, des voitures chinoises. Oui, alors c'est effectivement l'arrivée des voitures chinoises, mais qui sont représentatives du marché. C'est-à-dire que ce sont des marques qui sont commercialisées en France. C'est ça. Donc il y a aussi MG qu'il faut citer, VinFast et BYD. Et Leapmotor qui arrive sur notre salon. Absolument. Exactement, mais il y a un très très bon équilibre entre l'ensemble du groupe Volkswagen est là, l'ensemble de Stellantis, l'ensemble de l'Alliance.
Voilà, non, ça va être un très beau salon. Alors, festival de marques et de nouveautés. Hors constructeur, hors automobile, il y a aussi beaucoup de services et d'accessoires, ce qui est important de dire. Oui, c'est aussi, Cécile, vous avez raison, c'est aussi un nouvel univers, et c'est un univers important, l'accessoire pour l'automobile. Comme les mobilités douces, on a développé un petit secteur forcément de vélos, comme vous savez que certaines marques comme Peugeot, comme Toyota déclinent dans leur gamme vraiment des vélos aujourd'hui. Et puis nous avons une nouveauté dont on peut parler. En 2022, notre nouveauté, c'est vraiment la création d'une zone zéro émission dès l'entrée du salon où il n'y avait que des voitures électriques. Oui. Et cette année, on a décidé de créer un pôle hydrogène pour expliquer en fait l'hydrogène au grand public, avec notamment la mission H24 qui sera présente et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en pointe sur le sujet. Oui, tout à fait. Voilà, notre salon aussi. D'abord, notre salon, il est multifacette. Il est à 360 degrés de tous les univers, mais il est aussi à la fois, je viens sur le salon pour acheter, pour me renseigner, pour essayer, ça c'est extrêmement important, mais aussi pour un peu me repérer dans ce monde un peu très compliqué des nouvelles énergies, électriques, hybrides rechargeables, etc. Donc nous avons l'Electric Box avec l'AVER qui sera présente pour expliquer aux visiteurs, et justement aussi sur le pôle hydrogène, nous aurons des spécialistes pour expliquer aux visiteurs pourquoi l'hydrogène, qu'est-ce que ça a d'intéressant pour demain, etc. C'est vrai, Marie, la région Rhône-Alpes est en pointe sur l'hydrogène. Il y a 2 stations hydrogène à Lyon, une à Saint-Priest et une rue de Dijon. Ça se développe beaucoup. Vous avez même les adresses. Et il y en a 40 en France, ça se développe. Et pourtant, quand je discute avec des spécialistes, ils ne croient pas à l'hydrogène pour les voitures particulières. J'ai du mal à comprendre. Oui, c'est peut-être le stockage dans la voiture, ou peut-être que demain, en tout cas. Tous les types de moteurs seront mis en avant lors du salon, les hybrides, électriques, hydrogène. Ah, vous nous entendez plus? Allô, Anne-Marie Besner? Je ne vous entends plus. Eh ben, écoutez, de toute façon, on sera là le 28, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Anne-Marie Besner, directrice du Salon de l'Automobile de Lyon. Merci en tout cas pour toutes ces et puis pour ces nouveautés et pour ces petits scoops. Dans un instant, vous parliez vélo, et ben on y va au vélo, on y va. Ça s'appelle Éco-Vélo. Voilà, c'est une autre façon de faire du vélo électrique en libre service. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. On revient tout de suite avec Yves Cara et Philippe David jusqu'à 20h. Alors, nous aussi, on fait rouler la France. Il n'y a pas que nous. Enfin, on ne parle pas de nous. C'est-à-dire qu'on fait rouler la France. On aide beaucoup. On aide beaucoup quand même. On pousse très très fort. Et on dépanne aussi. C'est ça, on dépanne. Avec Yves Cara, porte-parole de Mobility Club France, et bien sûr avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Et on va vous parler vélo, Philippe David. Absolument. Ecovélo est un opérateur de vélos électriques en libre service basé à Nantes depuis 2011. Et il est devenu le leader français des villes à taille humaine. Nous sommes avec Mathieu Saudubret, directeur d'Ecovélo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Yves. Bonsoir. Bienvenue. Tout d'abord, a-t-on bien résumé ce qu'est Ecovélo pour résumer ce qu'est Ecovélo, justement? Écoutez, c'est parfait. Effectivement, nous sommes un opérateur, ça c'est le premier élément, de vélo libre-service. Et aujourd'hui, présent dans 29 collectivités territoriales en France. Donc, ce qui fait nous un peu les leaders des tailles, pour les villes de taille moyenne, voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est un vélo qui est en plus made in France ? Exactement. Notre volonté, c'est d'être le plus éthique possible dans notre logique de produit. Donc, notre volonté, c'est de faire produire en France à la fois les vélos, à la fois tous les développements informatiques, mais également tous les supports, les bornes et les stations. Et aujourd'hui, on y arrive à peu près correctement, puisque nous avons la plupart de nos fournisseurs et de nos prestataires qui sont dans un rayon on va dire de 200 km autour de Nantes. Donc on est très très fiers, et ça fait partie des critères de choix de la part des territoires qui nous choisissent. Justement, où êtes-vous présent en France? Pardon Yves, je vous donne la parole juste après. C'est une très bonne question, parce qu'on est présent un peu partout en France, de Carcassonne à Reims, de Longwy à Saint-Nazaire-la-Baule, donc des villes qui vont de 10-15 000 habitants jusqu'à 60-70 000 habitants, qui sont vraiment notre cœur de cible, et sur lesquels le vrai sujet, les véritables enjeux, c'est de passer de la voiture justement à un mode de transport public décarboné. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence d'utilisation du vélo en libre-service dans ces villes petites et moyennes dont vous avez parlé, où vous êtes installé, avec les grosses métropoles ?
Alors, la première différence, c'est qu'il y a quand même moins de transports en commun, et donc il y a une nécessité d'aller chercher les habitants là où ils habitent et là où ils travaillent, et donc d'étendre réellement c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre dans le jargon. Voilà, ça c'est la première différence. La deuxième différence également avec ces villes-là, c'est qu'on se doit de déployer une logique locale, c'est-à-dire que le métier d'opérateur requiert également d'opérer le service, et on va opérer le service avec des vélocistes locaux, avec éventuellement des chantiers d'insertion au niveau local. Et donc on va créer de l'emploi, on va créer de la matière au niveau dans les différents territoires dans lesquels nous sommes. On parle de vélo en libre service. Ce qu'on retient aussi, c'est la qualité du vélo, parce qu'on a vu dans des grandes villes beaucoup de vélos dans des états un peu et moins sécurisés. On sent qu'aujourd'hui, on est monté en gamme quand même. Alors tout à fait. Alors, ça, c'est un gros travail qu'on fait avec tous les fournisseurs de vélos et toutes les solutions qu'on est en train de mettre en place. On a choisi, je vais leur faire un petit peu de pub, mais c'est Arcade Cycle, qui aujourd'hui est leader en France des loueurs de vélos et de la location longue durée dans la plupart des villes de France. On travaille avec eux justement sur des vélos très renforcés. On rajoute des chaînes de sécurisation, des bornes de sécurisation également, qui permettent à ce que les comportements particuliers, on va dire les vandales, soient un petit peu plus contraints qu'avec juste des vélos qu'on peut prendre et qu'on peut jeter un peu partout. Donc les vélos qu'on utilise sont des vélos qui sont renforcés, qui ont des grandes autonomies et qui permettent justement que n'importe qui puisse avoir le pied à la pédale. Mathieu Stoudubref, vous dites qu'Ecovélo est un acteur national, c'est-à-dire que nous avons la volonté d'aller créer un maillage sur toutes les villes de France. Et une fois l'intérêt, c'est qu'on va créer des antennes régionales assez importantes qui vont nous permettre justement de nous intégrer dans les transports publics. C'est-à-dire avec votre carte de transport public, sur une zone, sur une région, sur un département, sur plusieurs villes, vous êtes capable justement, avec la solution Ecovélo, de bénéficier de l'ensemble des vélos du bus ou du métro quotidien. Yves Carin. Oui, est-ce que vous étudiez les flux de déplacement dans une ville avant de placer vos stations pour les placer de façon efficiente ? Tout à fait. Alors, il y a d'abord un travail amont qui est fait avec ce qu'on appelle les IRIS, donc toute la dynamique de la population, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils travaillent. Ça, c'est le premier sujet. En bas de chez moi, par exemple, si possible. Voilà. Je vous donne son adresse en off. C'est souvent l'idéal, et je vais totalement vous donner raison, parce qu'en fait, les gens ne marchent pas plus de 200 mètres. Ça, c'est un constat. Donc, voilà, il faut un maillage qui soit très, très fin pour permettre aux gens dont ceci de descendre de chez eux, d'avoir son vélo tout de suite. C'est d'aller se rendre à la radio. C'est vrai que les gens ne font pas plus de 200 mètres pour aller chercher un vélo ? Alors, alors les vérités, attention aux vérités, mais clairement, oui, c'est à peu près la moyenne qu'on constate. C'est-à-dire que, alors, à la fois pour aller chercher un vélo, c'est-à-dire que si vous avez un voyage à faire de 300, 500 mètres, vous allez prendre votre voiture. Et c'est d'autant plus vrai que le territoire est petit. D'accord. Dans une grande ville comme Paris, dans une grande ville comme Lyon, on va plutôt privilégier éventuellement le métro ou la marche à pied parce qu'il y a de la congestion. Mais dans toutes les autres villes de France, à taille humaine, croyez-moi, la voiture, c'est la petite reine. Comment on fait ? Parce que forcément, c'est une certaine population qui utilise aujourd'hui les vélos. J'imagine que vous travaillez aussi sur ce sujet en disant comment convertir les automobilistes à choisir à un moment donné le vélo. Alors, ça, c'est la bonne question puisqu'il s'agit. Et c'est moi qui l'ai eu. Philippe David est dégoûté. Il est dégoûté. Bon, Philippe, il y a des leçons à prendre. Il faut que je me dope. Non, mais très clairement, le sujet aujourd'hui, c'est d'avoir une offre accessible géographiquement, d'avoir un tarif qui soit très très proche du transport en commun. Et ça, c'est un travail qui est fait systématiquement avec les collectivités territoriales. Il ne faut pas que ça coûte cher. Et bien sûr, d'avoir tout le niveau de qualité de service, et ça c'est une de nos marques de fabrique, d'avoir une qualité de service qui soit irréprochable. Des vélos propres, des vélos bien entretenus, des vélos sur lesquels on passe régulièrement, voilà, qui permettent effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre le pied à la pédale pour permettre justement aux gens d'y aller, de ne pas avoir peur et que ce soit bien. Donc le sujet, c'est effectivement un gros travail avec la collectivité territoriale dans sa stratégie de mobilité active. Eh ben on avance. Merci beaucoup Mathieu Stoudubref d'avoir été avec nous, directeur d'Ecovélo. Allez regarder sur leur site internet. Forcément, il y en a forcément un en bas de chez vous, en tout cas, ou pas tout de suite, et il arrivera assez bientôt. Merci mille fois Yves Carin d'avoir été avec nous, porte-parole de Mobilité Club de France. Merci beaucoup Philippe David. Merci à notre équipe
de dingues hein, qu'on adore. Voilà, ils se reconnaîtront. S'ils sont dingos, ils peuvent aller à Disneyland. Hein, peut-être, non non, on les garde pour nous. Si ça vous dérange pas. Non, parce que dingo, Disneyland. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je viens de mettre une deuxième couche. J'avais un Philippe David, j'en ai deux maintenant. Ah bah c'est bien. Philippe, demain, vous serez pas avec nous? Non, je serai en direct de Laconne-les-Bains dans le Tarn pour une émission spéciale sur la Coupe du Monde de rugby de 19h à 21h. Eh ben écoutez, on s'en fera un petit coucou à l'antenne. On se fera un petit coucou à l'antenne tout de suite. Cécile de Bénibus dans Sud Radio à votre service et ensuite au cœur de la mêlée et France-Namibie en direct sur Sud Radio. Allez les petits, comme disait Roger Coudert. Passez une belle soirée, salut, à demain.